Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je suis Baptiste Boulon. Je suis ergonome à la ST Grand Lyon, le service santé au travail. Donc voilà, malheureusement, par rapport à un petit problème technique, vous ne pourrez pas voir ma webcam. Par contre, vous allez pouvoir voir Monsieur Elbaz Abdaïm, qui est responsable de l'équipe CPSP de la ST Grand Lyon. Avant Bonjour. toute chose, j'aimerais juste savoir si vous avez un visuel sur la présentation et si vous nous entendez bien en levant la main. Ok, apparemment, ça fonctionne. Ils t'entendent Comment bien, ça ils nous fonctionne? entendent bien, et visuel, ça passe. Ok. Très bien. Euh, donc on va attendre encore 2 petites minutes, histoire que toutes les personnes et tous les participants puissent venir. Abdelhaim, je te laisse te présenter si tu veux. Oui. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme l'a dit Baptiste, donc je me présente à Abdelhaim Elbaz. Je suis responsable d'une équipe de conseils en prévention à l'AST Grand Lyon. Les conseils en prévention, juste en termes de présentation de mission, pour celles et ceux qui peuvent se poser la question, ont pour mission justement d'accompagner nos adhérents sur toutes les questions de santé et sécurité au travail, avec par exemple tout ce qui tourne autour du document unique, autour du risque chimique, des risques un peu techniques, par exemple tout ce qui est incendie, tout ce qui est lié par exemple aux explosions. Ils peuvent également aider à la recherche en fait de solutions au regard en fait de différentes sources d'informations que nous avons à disposition à la Cité Grand Lyon, afin d'accompagner tous nos adhérents sur les sujets larges de prévention. Ils ne travaillent pas seuls, ils travaillent avec des assistantes en prévention santé-travail qui, elles, sont plutôt, ils et elles sont plutôt dédiés au TPE avec des missions similaires. Et donc, tous nos adhérents bénéficient en fait de conseils, de missions, de conseils en prévention des risques professionnels, adaptés en fonction du secteur d'activité et de la taille d'entreprise. Et tout cela, bien évidemment, en collaboration avec les médecins du travail et l'équipe dans sa totalité avec infirmières et secrétaires. Ok. Donc je vois que Madame, qu'il y a encore des personnes qui nous entendent pas. Madame Elisabeth, est-ce que vous nous entendez ou toujours pas? Alors, si vous ne nous entendez pas, je vous invite à, à composer en fait le numéro qui commence par 01 73 ça veut dire que le son ne passe pas par votre ordinateur, mais il peut passer par votre téléphone. Ok. On attend encore une petite minute et on commencera à 9h05. Ce qu'on peut dire en attendant que les dernières personnes nous rejoignent, c'est que là, on va, avec Baptiste, nous allons vous présenter un sujet, mais bien évidemment, ce sujet-là fait partie d'autres dispositifs que nous avons mis en œuvre à l'AST Grand Lyon au service de nos adhérents sur tout le contexte de la crise sanitaire, en passant par différents dispositifs autour, par exemple, des ateliers du document unique, des ateliers sur le télétravail, comment l'organiser et prévenir les risques. On en parlera lors de la présentation. On a remis en route en fait l'atelier sur le référent Covid, qui est intéressant en termes d'informations sur les rôles et missions du référent Covid, et aussi des actions de terrain qu'on développera à travers ce webinaire.
L'idée, c'est vraiment d'être au plus près de vous pour vous aider, vous conseiller dans cette période un peu difficile pour tout le monde. Ok, il est 9h05. Nous allons commencer la présentation de ce webinaire. Donc du coup, que j'ai un cas contact de Covid, j'ai un cas de Covid-19 dans mon entreprise, que dois-je faire? Donc voici un peu la présentation du sommaire. Donc dans un premier temps, nous allons discuter autour de la continuité de service de l'AST Grand Lyon. Quelles sont les activités que nous avons mises en place? Quelles sont les particularités aujourd'hui? Dans un deuxième temps, nous allons travailler sur Covid-19, où en sommes-nous en termes de nombre de cas au niveau national, en termes d'activité également. Dans un troisième temps, on va prendre la question de quels sont les symptômes et quelles démarches individuelles chaque salarié doit prendre envers la protection de ses collègues. Conduite à tenir lors d'un cas symptomatique, également le cas contact et le contact tracing. Et notre service de prévention vous accompagne sur différents sujets. Donc voilà. À partir de là, donc les principaux points de l'AST Grand Lyon. Aujourd'hui, durant cette seconde vague, tous les centres médicaux sont ouverts et joignables au numéro habituel. Les visites médicales sont réalisées à distance ou au sein des centres en fonction de la décision du médecin du travail. Donc là, ce sera lors de la convocation, vous allez recevoir du coup une information pour savoir si le salarié viendra en présentiel ou en distanciel. Les modalités d'accès au centre, c'est vraiment le port du masque obligatoire dans les locaux, la présentation du salarié à l'heure prévue et le lavage des mains dès l'entrée des locaux. Nous avons également mis en place une procédure de contrôle de la température ponctuelle. Bien entendu, nous ne regardons pas les données de cette température. Les points persistants dans le temps. Donc, nous avons affecté notre hotline prévention, donc avec le numéro qui s'affiche ici et également l'adresse mail. Donc, c'est pour toutes les sollicitations que vous avez en termes de mesures de prévention, en termes de questions autour de ces préventions. Nous avons des conseillers en prévention qui vous répondent. Et nous avons également, comme mon collègue a dit, mis en place différents webinaires qui vont être programmés dans le cadre du Covid-19, mais aussi en termes de conduite d'activité et il y a également aussi la conduite des rendez-vous de la prévention dans le temps. Covid-19, où en sommes-nous finalement? Donc là, ici, nous avons présenté un petit logigramme, on va dire, de la crise, finalement. Donc là, comme nous voyons, voir en termes de pourcentage d'activité, la première crise qui était ici, c'était la crise de mars avec le premier confinement, où là, on a eu vraiment des activités qui se sont mises vraiment à l'arrêt, beaucoup d'entreprises qui étaient vraiment à l'arrêt, avec un confinement généralisé. Nous avons une remontée en puissance qui s'est opérée durant plusieurs semaines, voire mois, avec une reprise d'activité qui était plus ou moins à 100%, avec une équilibration de l'activité dans le temps. Et depuis quand même quelques semaines maintenant, nous commençons à avoir un décrochage et une reprise de l'activité, enfin une reprise de la pandémie, avec finalement une dégression de l'activité et des activités. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là, avec peut-être une crise qui va s'aggraver encore, avec des activités qui vont devoir de nouveau s'arrêter. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la visualisation de ces problématiques, mais il faut s'attendre à avoir encore une phase peut-être de crise qui s'aggrave et avec une reprise dans le temps qui aujourd'hui ne sera peut-être progressive ou pas progressive, on ne sait pas encore. En termes d'évolution des taux d'incidence par semaine en France et au niveau de la métropole lyonnaise. Donc là, ce sont les données épidémiologiques à partir jusqu'à la semaine 44, donc la semaine dernière. Donc nous voyons ici qu'au sein de la région lyonnaise, nous avons un taux d'incidence pour 100 000 habitants qui est de 867. Donc c'est relativement important. On voit que nous sommes la troisième ville, la troisième métropole nationale à avoir un taux d'incidence aussi important, avec aujourd'hui des taux qui augmentent encore.
A contrario, au niveau national, nous voyons que le taux d'incidence est de 474, mais également en progression sur les différentes semaines passées. Donc, il va falloir nous attendre à avoir également une augmentation de ce taux d'incidence sur cette semaine et peut-être sur la semaine prochaine, avec une crise du coup qui va potentiellement perdurer dans le temps. Quels sont les symptômes? Quelle démarche individuelle? Donc, quels sont les symptômes? Ici, il faut privilégier la sensibilisation des salariés, dans le sens où chaque salarié est acteur de la prévention du risque de contamination au sein de son entreprise. Et toute personne présentant des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et consulter son médecin sans délai et se faire dépister et être isolé. Aujourd'hui, quels sont les symptômes? Donc, nous allons avoir potentiellement des fatigues inhabituelles, nous allons avoir potentiellement des maux de tête, des pertes brutales de l'odorat, une disparition totale de goût, et après des diarrhées également, et également des symptômes qui sont très souvent présents, donc notamment la toux, les courbatures, les fièvres et les sensations de fièvre. Donc voilà, il faut vraiment que les salariés soient vigilants au quotidien sur ces symptômes pour éviter de potentiellement aller en entreprise et potentiellement contaminer ses collègues. Le délai d'incubation de la COVID-19 est en moyenne de 3 à 5 jours en général, mais peut aller s'étendre jusqu'à 14 jours malheureusement. Donc l'État a mis en place des procédures d'isolement. Donc ici, nous vous rappelons un peu la procédure. En annexe, on va vous présenter différents sujets. Donc vous l'aurez dans la présentation qui vous sera communiquée. Le Logicam, c'est vraiment une prise de décision et de la prise de décision des salariés. L'idée, c'est de repérer finalement la situation dans laquelle on se trouve, où le salarié se trouve, s'il est qu'asymptomatique ou s'il est asymptomatique, savoir sur quel délai il va être en isolement, à quel moment il va devoir faire le test, connaître également la démarche à suivre quand il sera en arrêt de travail ou en isolement, identifier les points clés durant cette période d'isolement. Il est également important que ce document soit porté à la connaissance de chaque salarié pour vraiment limiter le risque de contamination et se dire, tant que les salariés sont informés, ça permettra vraiment de limiter une exposition au cours de l'activité. Voilà. Là, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet et se dire quelles sont les conduites à tenir lors d'un cas symptomatique qui se retrouve en entreprise. Dès aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de concevoir vos procédures de cas symptomatiques des salariés au sein de votre entreprise, au sein de vos établissements. Ces procédures doivent être appliquées à vos salariés, mais aussi à vos entreprises prestataires et clientes. Ça veut dire que quand on a un salarié, on accueille un salarié qui est cas symptomatique ou un prestataire ou un client, l'idée c'est de mettre en place cette procédure qui permettra de on va dire sécuriser sécuriser les salariés et sécuriser l'activité au quotidien. Donc c'est la construction de ces procédures s'appuie sur des protocoles de l'État et il va falloir adapter au sein de votre entreprise. Mais aussi du coup la coordination avec les institutions et les professionnels de santé et de prévention, ainsi que la formation et l'information transmise aux salariés de l'entreprise. Nous allons retrouver 6 étapes clés dans la prévention du risque de contamination. Donc la première partie qui va être de concevoir les différentes procédures, isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée, avec une procédure également dédiée, prévenir le professionnel de santé dans un établissement, contacter le médecin du travail ou demander à son salarié de contacter son médecin traitant, organiser le retour à domicile et à l'issue nettoyer la salle ou le poste à l'issue du départ du salarié. Et je vais laisser la main à mon collègue.
Oui, merci Baptiste. Maintenant, nous allons vous détailler l'ensemble de ces étapes avec la première concevoir. Donc, dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas, l'important en fait de définir un référent Covid. Et ce salarié aura en charge en fait la gestion des différentes procédures. Nous détaillerons la slide juste après de manière un peu plus précise ses rôles et missions. Il peut être supplié par d'autres personnes afin de pallier à d'éventuelles absences ou si par exemple la taille des locaux ne permet pas en fait de manière pérenne à un seul référent Covid de pouvoir gérer l'ensemble des sites ou qui comportent une entreprise. C'est intéressant également d'intégrer le référent SST. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont formés pour la gestion en fait des cas d'urgence et les procédures, notamment de contact avec les institutions. Et ils sont formés, comme je le disais, à tout ce qui est délimitation d'un périmètre en fonction en fait de la gestion d'une victime. Il aura un rôle également en fait d'informer l'ensemble des salariés. Il sera important en fait que l'entreprise communique sur le nom des référents Covid-19 afin que en fait chaque salarié puisse être en capacité en fait de les contacter en cas de besoin sur d'éventuelles questions ou s'ils sont informés d'un cas symptomatique. Et ils devront par la suite donner la conduite à tenir au salarié symptomatique ou à son collègue le plus proche. Diapo suivante. Donc, de manière un peu plus précise, les rôles et missions en fait du référent Covid. Bien évidemment, il doit être désigné et pour ça, on doit lui dédier du temps. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la réglementation, notamment les protocoles sanitaires, se suivent et ne sont pas identiques. Il y a toujours à chaque fois des nouvelles dispositions. Et il faut se tenir au courant, en fait, tout simplement, des nouvelles dispositions au regard de la crise sanitaire. Donc ça nécessite du temps d'appropriation de ces éléments-là afin de les mettre en application au sein de l'entreprise. Il va s'assurer, une fois qu'il sera approprié ces éléments, de la diffusion et de la mise en œuvre en fait des gestes barrières et des mesures de protection adaptées à l'activité. Il sera en lien également avec les branches professionnelles et les services de santé au travail. C'est des missions qui ne doivent pas être réalisées seules. C'est vraiment avoir le temps et la disponibilité pour pouvoir contacter les institutions afin d'être rassuré ou d'être conseillé sur les mesures à prendre adaptées à votre activité. Et en cas de survenue d'un cas au sein de l'entreprise, s'assurer de la mise en place et de l'application des procédures. Ça permettra de faciliter l'identification des cas contacts au regard de la raison d'une matrice de tracing et en s'appuyant sur les déclarations du salarié. Diapo suivante. Merci. Une des dispositions importantes et intéressantes à mettre en œuvre, c'est effectivement dédier un local, un lieu qu'on va nommer la salle d'isolement. Le choix d'une ou plusieurs salles d'isolement en fonction de la taille des locaux peuvent se décliner de manière différente. Par contre, il est important de prendre en compte certains critères, comme le fait que le local puisse disposer d'une fenêtre. Elle doit pas être utilisée, notamment si par exemple un bureau est utilisé, c'est pas cette salle ou ce local qu'on va prendre en priorité. C'est vraiment de dédier un lieu qui est le moins utilisé dans l'entreprise ou qu'on va dédier et qu'on va définir comme salle d'isolement. La pièce doit comporter un visuel dans les locaux et nous allons fermer la porte afin en fait de laisser cet espace libre en cas de besoin. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de dédier cet espace dans un lieu calme. Typiquement, si c'est proche, par exemple, d'un quai d'expédition ou d'un lieu de passage important,
il va y avoir, vous aurez du mal après d'ailleurs, ça peut engendrer certaines situations où, en cas de besoin d'évacuation, le fait qu'il y ait du passage, ça va gêner en fait l'évacuation du salarié. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de bien identifier sur la porte que cette salle, si elle est occupée par d'autres activités, sur le principe qu'elle peut être réquisitionnée en cas de suspicion de cas Covid. Je prends le relais. Si vous avez des questions, par ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions dans le petit logiciel webinaire et on ouvrira les micros peut-être en fin de webinaire. Je vous rappelle également que le docteur Nedam, qui est le médecin coordinateur de la ST Lyon, sera présent à partir de 9h30 pour répondre également à vos questions. Donc voilà, dans un deuxième temps, la procédure d'isolement avec présence ou non du référent en cas de déclaration des symptômes d'un salarié. L'idée, c'est qu'il y a une personne en charge dans l'immédiat du salarié en attendant que les personnes qualifiées puissent arriver. Cette personne doit vraiment respecter les gestes barrières dans la procédure d'isolement, donc être masqué potentiellement avec un masque neuf, être à distance de moins 1 mètre du salarié en gardant l'ensemble des gestes barrières et des mesures barrières qui existent. À l'issue de la prise en charge du salarié, la personne devra changer son masque également via la procédure nettoyage des mains, ôter le masque, on se nettoie de nouveau les mains et la mise en place du nouveau masque. On doit également dans cette procédure mettre à disposition du salarié symptomatique un masque pour pouvoir qu'il puisse le changer tout simplement. L'inviter également à se laver les mains et à ne toucher que le strict minimum dans cette pièce. La personne qui l'accompagnera, du coup, quittera la pièce à l'issue où le salarié sera à l'intérieur. Et à l'aération, l'idée d'aérer les locaux du salarié où il était initialement tout au long de son activité avant de déclarer les premiers symptômes. L'idée, quand même, c'est que durant toute la procédure et dans l'attente des personnes compétentes, le salarié qui a accompagné le cas symptomatique devra s'assurer de l'état du salarié qui ne s'aggrave pas. En cas d'aggravation, c'est-à-dire un trouble respiratoire important, vertige, l'idée, c'est vraiment d'appeler le 15 et d'avoir vraiment un avis médical à l'instant T en cas de vraiment problématique de santé. Donc, dans le deuxième temps, nous allons devoir prévenir. Ça veut dire que là, on a isolé le salarié. Donc, ça veut dire que c'est n'importe quel salarié au sein de l'entreprise doit connaître la procédure et isoler le salarié. Et à l'issue, on va prévenir. L'idée, c'est vraiment de prévenir le professionnel de santé ou de prévention de l'établissement. Donc, ça peut être un sauveteur secouriste, ça peut être le référent Covid, ça peut être une infirmière en santé au travail, le service RH. L'idée, c'est qu'on va prévenir les personnes qui sont en capacité de gérer cette problématique. Déclencher également la procédure cas symptomatique. Et cette procédure est tournée vers, du coup, potentiellement l'interne dans un premier temps. Dans un troisième temps, nous allons contacter. L'idée, c'est vraiment de prendre un avis d'un professionnel de santé. Donc, ça veut dire, c'est potentiellement contacter le médecin du travail. Si le médecin du travail n'est pas joignable, c'est demander au salarié de contacter son médecin traitant pour un avis. Et lorsque les deux parties sont pas accessibles au téléphone, l'assurance maladie a mis en place un numéro, donc là c'est le 09 72 72 99 09, qui transmettra une liste des médecins généralistes qui seront disponibles pour toute consultation dans l'immédiat. Durant cet appel, il est quand même important de demander un avis médical pour connaître ou non la possibilité du salarié de rentrer chez lui seul. Donc là, à l'issue d'avoir contacté le professionnel de santé, nous allons du coup passer sur la partie organisée. Une fois du coup les différents appels passés, il est important d'organiser le retour au domicile du salarié.
Il y a quand même plusieurs conseils qu'on peut vous souligner et qu'on peut vous transmettre. C'est vraiment organiser le retour de domicile en évitant les transports en commun, notamment si la personne a vraiment une toux, a vraiment des symptômes qui sont très prégnants. L'idée, c'est quand même de vraiment accompagner le salarié, privilégier le retour accompagné du salarié. Donc, potentiellement véhiculé par un proche, et si un proche peut venir le récupérer, véhiculé peut-être par un chauffeur, je sais pas, un taxi, un Uber, tout en gardant les mesures de prévention. Donc ça, c'est des choses à voir. Le retour à pied est possible à pied, donc il peut être accompagné également. Ce sont des options, hein. Les options qu'on vous présente ici privilégient le retour accompagné. Mais si ce n'est pas possible, on va à ce compte-là demander au salarié qui rentre potentiellement seul, mais il faut vraiment qu'il y ait une absence de gravité. Et du coup, le contact avec le médecin traitant ou avec un médecin du travail ou un médecin généraliste permettra d'avoir quand même cette information de la capacité ou non du salarié à rentrer chez lui. Bien entendu, en cas de présence de signes de gravité, l'idée c'est quand même d'appeler le 15 pour avoir un avis. À l'issue du retour du salarié, il faut informer le salarié qu'il peut prendre contact avec son médecin du travail à l'issue de son départ et qu'il se prépare à l'enquête de traçage, bien entendu. Super. Maintenant, je vais juste, Baptiste, pendant que tu présentais ta partie, nous avons de nombreuses questions extrêmement intéressantes. Ce que je vous propose, c'est justement, il y a Dr Nedam qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Il y a des questions notamment d'ordre un peu médical et on va solliciter son concours afin de répondre aux différentes questions qu'on a dans l'espace, dans cet espace. Maintenant, pour reprendre un peu le fil de la présentation, une fois que le salarié est rentré chez lui, ce qui est important en fait, c'est la phase de nettoyage. Donc, le poste occupé et les éléments touchés vont devoir être nettoyés de différentes façons, notamment l'aération de la salle d'isolement ou du poste de travail occupé par le salarié, par l'ouverture des fenêtres, pendant un temps d'environ 20 minutes en fonction de la taille de la pièce. Si le local dans lequel a évolué le salarié ne dispose pas de fenêtre, il faut attendre plusieurs heures afin de permettre en fait le renouvellement d'air et limiter l'accès à cette zone-là pendant ce temps-là. Ensuite, en termes de nettoyage, il est important en fait de procéder à un nettoyage à l'aide d'un produit virucide toutes les surfaces potentiellement touchées par le salarié. Ça peut être une poignée de porte, un interrupteur, un coin de bureau, vraiment retracer un peu tout le cheminement du salarié et de procéder au nettoyage des surfaces avec lesquelles il a été rentré en contact. Il est important aussi que le ou les salariés soient équipés de protection. Les personnes qui vont effectuer ce nettoyage utilisent des produits qui peuvent avoir eux-mêmes un impact sur la santé des salariés. Ils doivent être équipés dans ce sens-là, avec des gants, voire des masques. Et ces actions doivent être réalisées, bien évidemment, en respectant les gestes barrières. Les gestes et mesures barrières. Ok. Donc là, nous avons présenté un peu les différents points de sécurisation d'un cas symptomatique au sein de l'entreprise. L'idée, c'est qu'à l'issue de toute cette procédure de nettoyage, d'organisation du retour du salarié, quand toute cette procédure est terminée, l'idée, c'est vraiment de faire un rappel de tous les gestes et mesures barrières à l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est vraiment, on rappelle le fait que si vous êtes symptomatique, ne venez pas en entreprise, appelez votre médecin traitant pour avoir un avis. Ne venez pas. Également, en entreprise, on respecte les gestes barrières, notamment sur les temps de repas, les temps de pause café. Il faut vraiment rappeler ces gestes et mesures barrières. À l'issue de ce rappel,
L'idée, c'est vraiment de capitaliser le retour d'expérience de cette démarche. C'est vraiment de prendre un peu de recul une fois que toute la démarche est terminée. Et quel est le temps écoulé entre le signalement de la personne symptomatique et la mesure d'isolement? Les acteurs qui ont participé à cette procédure ont-ils bien été formés à celle-ci et informés de celle-ci? La procédure d'isolement est-elle cohérente avec la réalité de l'action? Les mesures de prévention sont-elles adaptées à la réalité de l'activité? L'idée, c'est vraiment de finalement c'est vraiment de prendre en compte la procédure qu'on a créée. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est en lien avec notre activité? Est-ce qu'elle est en lien avec les besoins finalement? Prendre un peu de recul et se dire bon voilà, est-ce qu'on peut pas réinventer? Est-ce qu'on peut pas réorganiser cette démarche? In fine, il est important de débuter une action de traçage après de contact à risque à partir du croisement du cas index. Le cas index, c'est le salarié qui est symptomatique et on va retracer à l'issue l'ensemble des cas contact à risque potentiellement au sein de l'entreprise. Ce qui nous amène à du coup la partie contact ou contact tracing. Déjà un petit rappel, un cas à contact est une personne a eu un contact à risque avec une personne contaminée par la Covid-19. Par contact à risque, on entend les situations suivantes. Donc c'est vraiment un face-à-face de moins d'un mètre, avec un brassard, une poignée de main, sans masque ou toute autre protection qui n'a pas été efficace. Rester plus de 15 minutes dans un lieu clos sans masque avec la personne contaminée. L'idée, c'est vraiment d'identifier les pauses repas, les conversations, les pauses café, les déplacements entre véhicules, les réunions, le temps de réunion. L'idée, c'est vraiment, dès qu'on est plus de 15 minutes entre une personne contaminée et une personne qui n'a pas de masque, une personne saine, on va vraiment un risque accru de contamination. Et l'idée, c'est vraiment de proscrire ces temps. Chaque salarié va devoir potentiellement manger sur son poste de travail, dans la mesure du possible, bien entendu. Les réunions, on va les faire par Skype, voilà, ou par un outil à distanciel, pour vraiment limiter ces temps de contact sans masque. Il y a également aussi un échange de matériel, d'objets qui n'ont pas été désinfectés. L'idée, c'est qu'on peut avoir, mettons, du virus sur les mains, tant qu'on ne porte pas les mains au niveau des yeux et au niveau des muqueuses, potentiellement le risque est limité. Mais l'idée, c'est vraiment de se laver les mains très régulièrement pour éviter ce type de contact. Donc, on va avoir également aussi un cas contact possible en cas d'acte de soins ou d'hygiène, ou également en partageant le même lieu de vie de la personne. Donc voilà, c'est vraiment cette rupture de gestes barrières qui va faire vraiment qu'un salarié ait contact à risque ou non. L'idée, c'est vraiment cette identification de est-ce qu'on est cas contact ou pas au sein d'une entreprise ou dans la vie courante, et est assurée par du coup le médecin du travail en prenant en charge le cas, ou le médecin traitant, ou les personnes qui sont en charge du contact tracing, donc notamment les plateformes de l'assurance maladie. Et vraiment l'idée, c'est ils travaillent sur l'évaluation des contacts à risque selon vraiment la définition de Santé publique France. Bien entendu, vous pouvez également, vous, en tant qu'employeur, créer du coup un traçage des contacts à risque au sein de l'entreprise. Et l'idée, il est vraiment de rassurer les salariés sur, je ne sais pas parce que j'ai croisé un brin festin un salarié qui avait potentiellement la Covid-19 que je suis vraiment en contact à risque. Il faut vraiment travailler sur, on rassure et on identifie vraiment bien un salarié, est-ce qu'il est quoi contact ou non, en fonction de la rupture des gestes barrières. Pour vous aider dans cette démarche, nous vous proposons du coup une matrice de recensement des personnes contact à risque. Vous l'aurez à l'issue de la présentation. Nous allons vous envoyer un mail avec cette matrice qui est un fichier Excel et avec du coup différentes règles pour savoir si le salarié est contact à risque ou non.
L'idée, c'est que la CPM va remonter 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes d'un salarié ou d'une personne en cas de Covid-19. En cas de Covid-19, c'est confirmé. Si la personne est la CPM va potentiellement remonter 7 jours auparavant à partir du jour du test. Bon, voilà, donc nous vous présentons cette matrice. Donc l'idée c'est du coup de noter le nom du salarié ou le nom de la personne qui était présente au sein de vos locaux. Donc ça veut dire un salarié d'une entreprise prestataire peut également rentrer dans cette matrice si elle a impacté et si le salarié était en contact pendant une certaine période avec vos salariés. Donc on va avoir différentes questions. Donc c'est pendant la durée du contact, s'il y avait un masque ou non, si le masque était type chirurgical ou FFP2 ou un masque avec les normes AFNOR. Donc ici, vous allez avoir, du coup, en fonction de ce que vous répondez, la matrice qui va changer et est-ce que c'est contact à risque ou non. Et après, on va rentrer vraiment dans la partie complexe où là, en vrai, c'est est-ce que la salariée était en face à face à moins d'un mètre, c'est en reprenant les cas et les ruptures de gestes barrières qu'on a vu précédemment, qui va vous apporter ici, est-ce que le salarié est contact à risque ou non. Donc, bien entendu, on vous communiquera tout ça à l'issue du webinaire. Et du coup, notre service de prévention vous accompagne et je vais laisser la main à mon collègue. Merci Baptiste. Je tiens à... Donc, Dr Nézan nous a rejoint. Donc, bonjour docteur. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter en fait l'ensemble des mesures spécifiques que le service de prévention de l'AST Grand Lyon a mis en place au regard de la crise sanitaire, avec notamment un premier dispositif qui est sous la forme d'une checklist qui comprend en fait la majeure partie des mesures de prévention comprises dans le dernier protocole national qui date du 29 octobre. L'idée, c'est qu'on a souhaité établir cette checklist sur la base des principales mesures de prévention en lien avec cette crise sanitaire. Et pour cela, nous avons deux méthodologies d'accompagnement. Soit on peut le faire par téléphone ou on peut venir aussi sur le terrain afin en fait d'aider et de conseiller nos adhérents sur les mesures qu'ils ont mises en place au regard de celles qui sont préconisées. Bien évidemment, ces interventions sont faites dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Et nous avons déjà entrepris depuis le début de la semaine ces types de visites. Mais dans le cadre de ce webinaire, nous allons vous transmettre en fait cette checklist et nous vous invitons en fait à prendre contact avec notre hotline prévention au 04 72 11 38 75. Et là, l'équipe des conseillers en prévention peut vous accompagner à distance ou, si vous le souhaitez, peuvent venir vous voir sur le terrain afin en fait de vous aider et de vous conseiller au plus près en fait de votre activité. Et l'idée, c'est de vous conseiller de manière un peu plus personnalisée. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif-là. Il y a le sujet des températures qui a suscité de nombreuses questions au regard en fait maintenant du retour d'expérience qu'on a depuis le printemps dernier. Le contrôle de température en fait n'est pas recommandé pour la simple et bonne raison que les entreprises aujourd'hui peuvent mettre en place cette disposition, mais les professionnels de santé avec toutes les institutions ont défini en fait comme l'efficacité très amoindrie en fait de cette disposition, et elle n'a pas montré en fait d'efficacité de dépistage au regard en fait de ce virus-là. Par contre, celles qui le souhaitent peuvent le mettre en place, mais il faut veiller en fait à
à faire en sorte en fait que il n'y ait pas un rôle obligatoire du contrôle des températures et ne pas enregistrer les données. Par contre, nous avons vu certaines entreprises qui ont mis en place en fait un contrôle de température pour les personnes qui entrent sur le site, dans le respect de la réglementation en vigueur. Le dépistage, depuis peu, les employeurs peuvent le mettre en place dans le respect des conditions réglementaires et peuvent proposer à leurs salariés qui sont volontaires des actions de dépistage. Les dépistages doivent être intégralement financés par l'employeur. Les tests peuvent être réalisés par un professionnel, doivent être réalisés par un professionnel de santé formé. Et l'organisation des dépistages doit garantir la stricte préservation du secret médical. Et les résultats ne peuvent être communiqués à l'employeur ou à ses préposés. Le document unique. Alors, bien évidemment, la crise sanitaire a induit des nouvelles méthodes et situations de travail au regard, en fait, à la fois de la mise en place des gestes barrières, la distanciation sociale, des procédures diverses et variées qu'on doit maintenir en prenant en compte toutes ces recommandations. Donc, ici, nous sommes face à cette crise sanitaire, donc l'épidémie du Covid-19, qui peut déclencher un plan de continuité d'activité, autrement dit le fameux PCA. Alors, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, au contraire du document unique, mais ce plan de continuité d'activité est intéressant, peu importe la taille de l'entreprise, parce qu'il permet en fait d'anticiper ou de communiquer sur les différentes mesures pendant cette situation dite en mode dégradé. Mais on peut directement intégrer les éléments ou les nouveaux éléments liés à l'épidémie dans le document unique. Et ça nécessitera bien évidemment de mettre à jour tous ces éléments-là dans le document unique parce que les situations de travail ont été modifiées au regard des nouvelles procédures. Et je vous donne un exemple, par exemple, vous avez mis en place du télétravail de manière importante, c'est une nouvelle situation de travail et le télétravail doit être intégré dans le document unique. Si ce n'était pas le cas, par exemple, avant la pandémie. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je l'ai dit, nous faisons face à deux sources de risques nouveaux. Donc, le risque biologique, avec l'exposition entre collègues ou proximité de tiers, tels que les clients, les fournisseurs, et qui peuvent être exposés à une inoculation respiratoire. Ils peuvent être également exposés par contact avec des surfaces contaminées. Typiquement, nous on le voit, hein, la livraison, le facteur, tout simplement, sont des contacts potentiels entre les extérieurs et les salariés. Comme je disais tout à l'heure, il y a, en fonction en fait du changement des procédures et des tâches qui étaient réalisées avant la pandémie, il y a un impact organisationnel. Et ça, mon collègue Baptiste est très au fait de ce sujet-là, parce qu'effectivement, à partir du moment où on change, on modifie les procédures de travail, il y a forcément un impact sur à la fois les collaborations ou ce qu'on est en capacité en fait d'attendre en termes de production ou de services rendus. Pourquoi? Parce qu'on peut faire face à une réduction d'effectifs pour diverses raisons, hein. Soit le fait de limiter les personnes sur le site ou de faire face malheureusement à des absences pour des cas contacts avec justement la mise en septaine, le développement de la polyvalence de certains salariés qui nécessite un temps d'appropriation. D'accord? On peut faire aussi faire face à l'isolement, notamment le télétravail. On s'en est bien rendu compte lors de la première vague. Ça nécessite aussi à tous les collaborateurs en fait l'apprentissage de nouvelles méthodes, ne serait-ce que le travail en distanciel. Voilà, typiquement le webinaire aujourd'hui. Sur un autre sujet, on aurait pu le faire avec Baptiste, avec Dr. Nedam dans une salle. Et ben là aujourd'hui, nous utilisons des outils
numériques et ça nécessite une appropriation de ces outils afin de permettre en fait de maintenir une activité avec ces nouvelles méthodes. Ce qui est important aussi, c'est l'absence des personnes clés dans le dispositif de santé et sécurité travail, tels que les sauveteurs sécurité travail ou des personnes qui vont être dédiées à un procédure d'évacuation. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous sommes face à une crise sanitaire qui induit forcément des modifications des situations de travail, des modifications des procédures, des modifications de certains attendus. Il faut les prendre en compte, mais pas aussi au détriment des autres risques. Typiquement, le risque chimique, voilà, si je dois nettoyer, je le fais en mettant en place toutes les procédures qui sont en lien avec l'utilisation de ces produits. Pareil, par exemple, si vous êtes dans un entrepôt logistique et vous voulez mettre en place de la polyvalence, veillez à ce que les personnes qui vont utiliser, par exemple, les chariots, vont aussi être formées à l'utilisation de ces chariots. C'est tout un ensemble, en fait, de nouvelles tâches et de nouvelles façons de travailler qu'il faut mettre en œuvre tout en veillant et en prenant en compte les gestes barrières, la distanciation sociale. Et l'idée, c'est pas de supprimer un risque pour en créer un nouveau. Et je finirai mon propos là-dessus. Ok, donc là, nous venons de finir la présentation de ce webinaire. Nous allons passer du coup à la partie questions et vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le petit onglet questions et on tâchera d'essayer d'y répondre au mieux. Alors Baptiste, nous avons une question qui nous a été posée. Docteur Nidam, vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Je suis bien avec vous. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. On vous entend très bien. Baptiste, tu as accès à la question sur justement le protocole et le test. Docteur Nedam, alors je peux vous la lire, la question. Oui, donc, c'est une participante qui nous pose la question. Dans le protocole, nous préconisons, sans l'obliger, au salarié de revenir avec un test négatif pour pouvoir regagner son poste, s'il est symptomatique. Or, aujourd'hui, les tests sont compliqués à obtenir dans certaines villes. De ce fait, les médecins dans les centres disent aux salariés de revenir après 7 jours, même s'ils ont encore des symptômes. Et la participante nous dit qu'elle trouve cela risqué. Oui, donc je vais répondre à cette question qui est une question récurrente et qu'on nous pose pratiquement au moins toutes les semaines. Donc, lorsque le médecin suspecte une infection par le coronavirus, il prescrit un test et lorsque ce test est positif, on déclare la maladie. Aujourd'hui, il n'est pas demandé d'avoir un test négatif pour reprendre le travail. Les consignes de Santé publique France, c'est d'avoir un arrêt d'au moins 7 jours et la reprise du travail ne peut avoir lieu qu'après 48 heures sans symptômes et sans fièvre. Donc, il arrive de temps en temps que les médecins prescrivent de nouveau des tests qui reviennent positifs et les tests peuvent rester positifs jusqu'à 1 mois après les symptômes alors que la personne n'est pas contagieuse. Un test positif n'est pas synonyme de contagiosité, mais indique la présence de particules virales. Donc, elle peut être le signe de présence de particules virales, d'un virus qui n'est pas viable et qui ne va pas contaminer. En revanche, si la personne est symptomatique, il faut lui indiquer d'aller voir son médecin traitant pour être prolongé dans son arrêt de travail. Et là, c'est un arrêt de travail avec une surveillance médicale, surveillance de la température, surveillance des symptômes. Mais un salarié qui n'a plus de symptômes, qui s'est arrêté au moins de 7 jours, qui n'est plus fatigué, qui n'a plus de fièvre, peut reprendre le travail et
les médecins ne délivrent pas de certificat de non-contagiosité ou de reprise du travail. Et on n'est plus à demander des tests négatifs. Voilà, j'espère que ça répond à la question de cette personne. Oui, et du coup, ça rejoint une autre question d'une autre participante sur le salarié elle nous dit bonjour, un salarié avec des symptômes positifs au test, au bout de 15 jours, est-il toujours contagieux? La contagiosité, elle est en lien avec tout ce qui concerne la toux, le rhume. Un salarié qui tousse et qui est enrhumé reste contagieux, mais pas au bout de 15 jours. Hein. Donc, quand les symptômes ne sont plus là, quand il n'y a plus de fièvre, au moins pendant 48 heures, bien sûr, la reprise du travail se fait avec les mesures barrières, avec le masque, mais on considère qu'il peut reprendre le travail après 48 heures sans fièvre s'il n'a plus de symptômes. D'accord, merci docteur. Baptiste? Oui. Alors, on a une question justement sur le tracing. sur le tracing, oui. Tout à fait. Donc du coup, il y a une personne qui a fait une remarque sur le fait que le tracing de l'entreprise des cas contacts était plus ou moins peut-être plus ou moins problématique, dans le sens où en fait aujourd'hui cette matrice que nous vous mettons à notre disposition, c'est surtout pour aider les salariés qui ont finalement des craintes, en fait, à savoir si ils sont en contact à risque ou pas, parce qu'ils ont croisé un salarié qui a eu la Covid-19. L'idée, c'est que nous vous mettons en place ce document qui vous permet finalement de rassurer les gens pour savoir si finalement ils sont vraiment s'ils sont cas contact à risque ou non. Le tracing permet également du coup d'avoir aussi une gestion finalement un peu de vos effectifs. Bien entendu, vous ne pouvez pas, dans le sens où vous ne pouvez pas obliger un salarié à vous répondre avec qui c'est qu'il a pu croiser au sein de son entreprise. Mais par contre, si un salarié vient pour dire bon là j'ai croisé cette personne-là, est-ce que je suis contact à risque ou non, ben voilà, cette matrice est tout à fait adaptée pour pouvoir vous aider à finalement analyser et rassurer la personne ou non en fonction du test de la matrice. Je ne sais pas si j'étais très clair. Si, je te rassure, Baptiste. Alors, n'hésitez pas. Alors, bien évidemment, ce webinaire, c'est un temps d'échange qu'on vous propose aujourd'hui à cet instant. Nous allons vous communiquer, Baptiste, on l'a dit, la présentation, et notre service prévention via la hotline notamment est disponible pour tout complément d'information au regard des différentes questions un peu plus personnalisées, un peu plus personnelles que vous pouvez vous poser. Mais cela dit, nous avons pas mal de questions qui émergent. Alors, donc, on a en fait une question autour du... je vais remettre la main dessus. Il y en a beaucoup en fait. Voilà. Donc, alors, c'est une participante qui nous dit, qui nous remercie pour cette synthèse. Par contre, elle s'interroge sur le décalage entre les 7 jours d'isolement d'un cas contact et donc de l'arrêt de travail et la dernière fois que le cas contact a été en contact avec le positif. Certains salariés ont été mis 7 jours en arrêt à partir de la date de résultat du test de la personne positive. En fait, ce qu'on comprend, en fait, peut-être, c'est il y a les 7 jours, mais des fois, il peut y avoir des glissements, en fait. Donc, un allongement potentiel des arrêts et donc de l'indisponibilité des salariés. Moi, je le comprends comme ça, en fait.
Docteur Nedam, nous avons peut-être une question pour vous d'une participante. Combien de temps avant les symptômes on est contagieux? 48 heures avant les premiers symptômes, on considère que la personne est contagieuse et c'est dans ce cadre-là que remontent les questions du contact tracing quand soit l'Agence régionale de santé ou l'assurance maladie établit autour d'un cas positif ou d'une personne malade, elle va remonter aux 48 heures qui précèdent les premiers symptômes pour savoir dans cette période-là et dans les 7 jours qui suivent, combien de personnes sont restées pendant plus de 15 minutes en face à face, à moins d'un mètre avec la personne. Donc, on se base sur cette situation-là. On peut être contagieux avant de déclarer les symptômes 2 jours avant. Ok. Merci. Abdaïm, on a une question pour toi niveau prévention. Donc une dame, les 15 minutes sont importantes dans le cas d'un partage d'un véhicule ou pas? La règle des 15 minutes en contact ou pas? Voilà, là on est les 15 minutes qu'on a cité tout à l'heure, c'était dans un local. Effectivement, ce qui est recommandé aujourd'hui, d'abord d'un point de vue de prévention, c'est en fonction en fait du véhicule, il va y avoir un conducteur et si il doit y avoir un passager, que le passager soit à l'arrière. Si par exemple le véhicule dispose c'est pas un véhicule de société à 2 places, si les salariés doivent porter effectivement, bien évidemment, les masques, et là on va être on est face justement au type de véhicule. Et si par exemple vous avez un salarié qui déclare des symptômes dans le véhicule, eh ben il faudra mettre en place en fait toutes les mesures auprès des salariés qui ont été en contact avec ce salarié-là, parce que en fonction de la disposition des véhicules et s'ils disposent effectivement de place arrière ou pas, eh ben ça peut potentiellement exposer le salarié s'ils n'ont pas porté de masque. En complément, aujourd'hui, dans le protocole du 29 octobre de l'État, il est bien noté que la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port de masque. Bien entendu, si les salariés n'ont pas le masque, là, on va rentrer sur potentiellement du cas contact à risque. Si les 2 salariés sont masqués, le risque est quand même largement minimisé. Par contre, à l'inverse, il est important qu'il y ait du nettoyage régulier du véhicule, notamment les surfaces qui vont être en contact avec les salariés ou potentiellement en contact avec des aérosols, mais et également le nettoyage des mains. Par contre, voilà, si vraiment il n'y a pas de masque, là on va rentrer sur du contact à risque. Nous avons une question également sur une activité un peu spécifique, du moins spécifique, mais très sur le service d'aide à la personne. En fait, où nous avons le cas de salariés d'une entreprise de service d'aide à la personne qui sont en contact avec les personnes âgées. Alors, ce qu'on peut vous dire par rapport à ces situations de travail, c'est qu'il existe en fait un protocole spécifique pour ce type de métier. Et donc, Christelle, si vous le souhaitez, je vous invite à prendre contact avec notre hotline prévention afin de vous conseiller et de vous aiguiller au mieux au regard en fait de vos différentes activités de service d'aide à la personne, parce qu'elles peuvent être diverses, hein, et on sera un plaisir en fait de vous conseiller sur les mesures à la fois que vous avez mis en place et celles qu'on vous conseillerait à mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous contacter, soit au 04 72 11 38 75 ou à l'adresse mail prévention@astgrandlion.fr.
une question d'une personne qui va être le salarié peut donc reprendre si les symptômes encore présents sont perte d'odorat et goût. Il n'a plus de fièvre mais possède encore ces symptômes. Il peut donc reprendre son poste si j'ai bien compris. Docteur Nedam ? Oui, je me permets de répondre. Effectivement, la perte du goût et de l'odorat peut être assez prolongée dans le temps. Elle n'empêche pas la personne de reprendre le travail s'il n'a pas de toux, s'il n'a pas de fatigue importante et bien sûr s'il n'a pas de fièvre pendant plus de 48 heures. C'est pas une contre-indication à la reprise. C'est gênant, mais c'est pas une contre-indication à la reprise. Il est 10h01. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On peut rester encore 2-3 minutes de plus, il n'y a aucun problème. Sinon, n'hésitez pas à aller à appeler notre hotline prévention ou également à consulter notre site internet ST Grand Lyon, où vous allez retrouver l'ensemble des webinaires que nous proposons durant cette période de crise. Donc voilà, vraiment un lien avec potentiellement le télétravail, le risque un peu relationnel entre les salariés, ces questions de, on va dire, un petit peu d'organisation entre télétravail, présentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet régulièrement pour retrouver la liste des différents webinaires et du coup participer. À l'issue de cette... je vais devoir vous laisser, excusez-moi, je vais devoir vous laisser. Donc je vais vous saluer à tous. Je vous remercie et puis je suis à disposition pour répondre aux questions en direct. Si vous avez des questions médicales, n'hésitez pas à les transmettre et je répondrai en différé à ces questions. Merci, docteur. Voilà. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Baptiste, aussi, ce qu'on peut, justement, par rapport au rendez-vous de la prévention, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, il y a de nombreux ateliers, à la fois sur des risques, sur différents risques, TMS, prévention des TMS, tout ce qui est lié aux addictions, au RPS, également risques chimiques. Mais effectivement, comme tu l'as dit, nous avons mis en place des ateliers spécifiques en cette période de reconfinement, ateliers autour de la mise à jour ou de l'établissement du document unique, rôle émission, je le répète, je l'avais dit au début, rôle émission du référent Covid, et comme tu l'as dit, atelier télétravail, comment l'organiser et prévenir les risques liés à cette nouvelle façon de travailler. Très bien. Je te remercie, Abdelhim. Non, voilà, je n'ai pas vu apparaître de nouvelles questions. Donc, je pense que nous pouvons clôturer ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours positifs ou négatifs sur ce webinaire. Dans tous les cas, nous vous transmettrons à l'issue du coup la présentation, mais aussi les documents de travail, notamment la matrice de contact à risque ou non, et également le document d'analyse des mesures de prévention au sein de notre entreprise. Merci à vous, et puis passez une bonne fin de journée. Merci à toi, Baptiste. Merci à tous. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Au revoir.